la pauvre petite fille aide un millionnaire à réparer sa Mustang. Quand il voit la bague à son doigt, commentez et dites-nous votre ville ou pays, voyons jusqu'où cette histoire va. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la route de campagne tandis qu'Emily Collins rentrait de l'école. Âgée de 9 ans, elle avançait avec la confiance silencieuse de quelqu'un qui avait déjà affronté plus d'épreuves que la plupart des enfants de son âge. Son sac à dos usé pendait lourdement de ses petites épaules, rempli de livres et, curieusement, d'un petit set d'outils enveloppé dans un vieux chiffon, un cadeau de son oncle Matthew. Emily fredonnait doucement, donnant des coups de pied aux cailloux épars au bord de la route, quand une Mustang GT noire et brillante attira son attention. Elle n'était pas là ce matin. Sa silhouette élégante semblait étrangement vulnérable, capot levé, et un homme en costume cher faisait les 100 pas à côté, téléphone pressé contre son oreille. Peu importe la réunion que je rate, disait l'homme, la voix tranchante de frustration, je suis coincé sur la route 16 avec une voiture qui ne démarre pas, et apparemment aucun mécanicien ne peut venir avant des heures. Emily ralentit, observant la scène avec intérêt. L'homme avait l'air déplacé dans ce décor rural de l'État de New York. Son costume sur mesure valait probablement plus que ce que l'oncle Matthew gagnait en un mois à son garage. Ses cheveux bruns étaient soigneusement coiffés, et même de loin, Emily distinguait la lueur d'une montre de luxe à son poignet tandis qu'il gesticulait avec agacement. « Très bien, je vais me débrouiller tout seul, » dit-il avant de raccrocher et de fourrer le téléphone dans sa poche. Il se pencha vers le moteur, comme si sa seule volonté pouvait réparer ce qui n'allait pas. Quelque chose dans son impuissance éveilla chez Emily son naturel désir d'aider. L'oncle Matthew disait toujours que la connaissance ne valait rien si on ne la partageait pas quand les gens avaient besoin d'aide. « Excusez-moi, monsieur », appela Emily en s'approchant à pas mesurés. « Vous avez un problème avec votre voiture ?» Jack Reynolds se retourna, surpris de voir une si petite silhouette s'adresser à lui. À 35 ans, il avait bâti un empire dans l'impitoyable marché immobilier new-yorkais. On redoutait son nom, mais là, il se retrouvait vaincu par une voiture et abordé par une enfant. « Juste un petit souci, » répondit-il avec un sourire crispé. « Rien d'inquiétant. Tu ne devrais pas plutôt rentrer chez toi ?» Emily haussa les épaules et s'approcha pour jeter un coup d'œil au moteur. « Je m'y connais un peu en voiture, mon oncle est mécanicien et il m'apprend plein de choses. » Jack ne put s'empêcher de rire. « C'est adorable, mais celle-ci est une voiture de haute performance, elle a besoin d'un professionnel. » Peut-être, concéda Emily en déposant son sac, mais les professionnels sont juste des gens qui savent quoi chercher. Sans attendre la permission, elle se pencha sur le bord de la voiture, prenant garde de ne pas toucher ses vêtements d'école propres aux pièces sales du moteur. Jack regardait, amusé, puis stupéfait quand les yeux de la petite fille se plissèrent de concentration, parcourant le moteur avec une expertise surprenante. Depuis quand ça pose problème ? Il y a environ 20 minutes, le moteur a commencé à surchauffer, puis il s'est arrêté. Emily hocha la tête en réfléchissant. « Vous avez senti une odeur sucrée, comme du sirop ?» Jack cligna des yeux. « Oui, en fait, comment tu sais ça ? » « C'est votre système de refroidissement, » interrompit Emily en pointant une petite flaque sous la voiture que Jack n'avait même pas remarquée. « Vous voyez cette fuite ? Votre liquide de refroidissement s'échappe, c'est pour ça que le moteur a surchauffé. » Jack la fixa, puis la flaque, puis de nouveau Emily. Sa confiance était déconcertante, ses connaissances inexplicables. « Tu as quel âge ? » 9, répondit Emily en fouillant déjà dans son sac. « J'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider pour l'instant. Oncle Matthew me fait toujours garder une trousse d'urgence. » Alors qu'elle cherchait dans son sac, Jack prit un moment pour vraiment la regarder. Elle était petite pour son âge, avec des yeux intelligents qui semblaient renfermer une sagesse au-delà de ses années. Ses vêtements étaient propres mais usés, signe de moyens modestes. Ses cheveux blonds miel étaient attachés en queue de cheval pratique, et une trace de saleté sur une joue qu'elle ne devait même pas remarquer. « Voilà », dit-elle triomphalement en sortant un petit rouleau de ce qui semblait être un ruban spécialisé, et un sachet de produits pour colmater le système de refroidissement. Ça peut boucher la fuite jusqu'à ce que vous arriviez chez un vrai mécanicien. Ça ne tiendra pas éternellement, mais ça devrait vous amener en ville. Jack resta sans voix tandis qu'Emily localisait la fuite sur le tuyau du radiateur et appliquait la réparation temporaire avec des mains expertes. Elle travaillait vite et méthodiquement, expliquant chaque étape comme si elle était l'adulte et lui l'enfant ayant besoin d'être instruit. « Voilà », dit-elle enfin en s'essuyant les mains sur une petite serviette de sa trousse. « Attends environ 10 minutes avant de démarrer le moteur. Tu devras ajouter un peu d'eau pour remplacer le liquide de refroidissement que tu as perdu. »
Jacques se retrouva à suivre ses instructions, remplissant le radiateur avec de l'eau en bouteille qu'il avait dans sa voiture, tandis qu'Émilie supervisait avec une expression sérieuse qui faillit lui arracher un sourire, malgré sa frustration face à la situation. « Je m'appelle Jacques, au fait, dit-il en tendant la main, un peu maladroitement. « Jacques Reynolds, répondit-elle en lui serrant la main avec une fermeté surprenante. « Emily Collins, ajouta-t-elle. « Enchanté, monsieur Reynolds. » Alors que leurs mains se serrèrent, quelque chose attira le regard de Jacques, un éclat rouge profond sur le doigt d'Emily, une vieille bague ornée d'un rubis, manifestement trop grosse pour sa petite main, maintenue en place par ce qui ressemblait à un fil enroulé autour de l'anneau. Pendant un instant, Jacques eut l'impression que le monde basculait légèrement. « Cette bague !» murmura-t-il, un frisson familier le traversant, évoquant des souvenirs qu'il ne pouvait pas saisir clairement. « C'est une bague intéressante, dit-il d'une voix soudain plus douce. Émilie baissa les yeux, son expression s'adoucissant. « C'était celle de ma mère, dit-elle doucement. C'était le symbole d'une promesse importante. » Une ombre passa sur son visage. « Elle est morte l'année dernière. »« Je suis désolé, dit Jacques automatiquement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi cette bague le captivait-elle autant? Pourquoi, en la regardant, sentait-il sa poitrine se serrer d'un mélange étrange de perte et de reconnaissance? Le moteur démarra sans problème quand ils tentèrent de nouveau, rompant l'instant. Émilie rayonnait de satisfaction, tandis que Jacques restait distrait, incapable de chasser ce sentiment qu'un événement important venait de se produire, quelque chose au-delà d'une simple rencontre au bord de la route. « Laisse-moi te raccompagner, proposa-t-il, se surprenant lui-même. C'est le minimum que je puisse faire. Émilie hésita un instant avant d'acquiescer. Merci, monsieur Reynolds, ce serait gentil. Alors qu'ils quittaient l'accotement, aucun des deux ne pouvait imaginer que cette rencontre fortuite allait déterrer des secrets enfouis depuis 15 ans, ébranlant les fondations de leur vie respective et révélant des vérités que des puissants avaient tout fait pour garder cachées. En conduisant Émilie chez elle, Jacques ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs à la bague en rubis sur son petit doigt. Chaque fois que la lumière du soleil de l'après-midi en captait les facettes, des éclairs de souvenirs effleuraient les bords de son esprit. Cette bague, finit-il par dire, rompant le silence, elle est assez inhabituelle. D'où ta mère l'a-t-elle eue exactement? Émilie joua distraitement avec la bague, un tic à qui après des mois apportait cet héritage trop grand pour elle. Maman n'a jamais vraiment dit, répondit-elle, juste qu'une personne spéciale le lui avait donné pour qu'elle la garde en sécurité, et qu'un jour, je comprendrai pourquoi c'était important. Jacques serra plus fort le volant, les jointures blanchissant. Est-ce que je pourrais l'examiner de plus près quand on sera arrivé? Émilie acquiesça, intriguée par son intérêt, mais pas inquiète. Il y avait quelque chose dans la voix de monsieur Reynolds qui sonnait presque vulnérable, étrange pour un homme qui avait clairement tout ce que l'argent pouvait acheter. Quand ils arrivèrent à l'immeuble modeste où vivait Émilie, elle retira la bague et la lui tendit. Le fil enroulé autour de l'anneau pour l'adapter à son petit doigt se déroula légèrement. Le temps sembla suspendu alors que Jacques tenait la bague en rubis dans sa paume. La pierre rouge profond était sertie dans un or vieilli, avec un travail de filigrane distinctif sur la bague, de petites vignes et feuilles entrelacées qui, examinées de près, formaient les initiales O. Olivia Reynolds, murmura-t-il à peine audible. Quoi? Demanda Émilie. Jacques fixa la bague, incrédule. Il y a 15 ans, j'ai donné cette même bague à une petite fille de l'orphelinat Sunshine. Une fille qui s'appelait Lily. Ses yeux cherchèrent ceux d'Émilie. Je lui avais promis que je reviendrais la chercher. Les yeux d'Émilie s'agrandirent. Sunshine, c'est le nom que maman mentionnait parfois dans son sommeil. Elle faisait des cauchemars à ce sujet. Jacques remit la bague délicatement. Ta mère, Sarah Collins, travaillait-elle là-bas? Peut-être était-elle infirmière? Émilie confirma, oui, avant de m'adopter. J'avais seulement 2 ans, donc je ne me souviens de rien. L'esprit de Jacques tourbillonnait, tissant des connexions impossibles, le timing, la bague, la coïncidence de leur rencontre, c'était trop. Émilie, je pense. Jacques s'interrompit, incertain de comment continuer. La vie de cet enfant était déjà assez compliquée sans ces théories farfelues. Je crois qu'il y a plus dans l'histoire de ta mère que tu ne sais, et peut-être dans la mienne aussi. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement et un homme d'une 40aine d'années en sortit précipitamment, un air soulagé lavant son visage inquiet. Émilie, où étais-tu? Tu as 1 heure de retard, j'allais appeler. Il s'arrêta,
plissant les yeux en voyant la voiture de luxe et le costume de Jacques. Oncle Matthew, expliqua vite Emily, c'est Monsieur Reynolds. Sa voiture est tombée en panne, je l'ai aidé à la réparer. Il m'a raccompagné. Matthew Collins jaugea Jacques avec la prudence de celui qui a appris à la dure à ne pas se fier aux apparences. C'était gentil de ta part, dit-il enfin, la voix sur la réserve. Emily a vraiment un don pour les moteurs, acquiesça Jacques en tendant la main. Elle m'a sauvé la mise aujourd'hui. En se serrant la main, il ajouta, j'aimerais en fait vous parler à tous les deux un jour, de la mère d'Emily et de l'endroit où elle travaillait avant. L'expression de Matthew se durcit légèrement. Pourquoi quelqu'un comme vous s'intéresserait-il à ça, Monsieur Reynolds? Jacques sortit une carte de visite de sa veste. C'est une longue histoire, mais je pense que ça pourrait être important pour nous tous. Tandis qu'Emily et Matthew regardaient Jacques s'éloigner en voiture, la bague en rubis devint soudain plus lourde aux doigts d'Emily. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle savait, au fond d'elle, que sa vie venait de changer pour toujours. Les mains de Jacques tremblaient légèrement alors qu'il insérait sa carte d'accès dans l'ascenseur privé de son gratte-ciel à Manhattan. La rencontre avec Emily avait réveillé des souvenirs qu'il avait passé des années à enterrer sous des acquisitions et des marges bénéficiaires. Alors que l'ascenseur montait au 52e étage, Jacques ferma les yeux, laissant la carte glisser sur son doigt. Il avait de nouveau 7 ans, debout dans le couloir stérile du manoir Reynolds, écoutant son père adoptif Richard dire à sa mère Olivia. Le garçon a besoin de discipline, pas d'être dorloté. Il nous remerciera quand il dirigera la société un jour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur son penthouse, tout en lignes épurées et luxe calculé. Jacques se dirigea vers le bar et se servit un verre, ne remarquant Victoria qu'à son raclement de gorge. Te voilà, dit sa fiancée, élégante dans sa robe de créateur. Les Anderson ont appelé 2 fois pour la proposition de fusion, et la wedding planée attend une validation finale pour les arrangements floraux. Jacques l'entendit à peine, son esprit fixé sur la bague en rubis. Victoria, tu te souviens que j'ai déjà parlé de Sunshine Children's Home? Son sourcil parfaitement arqué se haussa légèrement. Ce foyer pour enfants dont ta mère s'occupait il y a des années? Pourquoi ça serait important maintenant? Jacques ne répondit pas, se dirigeant vers son bureau où il gardait une petite boîte en bois cachée derrière ses trophées professionnels. À l'intérieur, la seule photo qu'il possédait de Lily, un polaroid fané d'une petite fille aux yeux vifs tenant sa main dans la cour de l'orphelinat. Il était adolescent à l'époque, rendant visite en cachette contre la volonté de son père. Je te promets que je reviendrai, chuchota-t-il à la photo. De l'autre côté de la ville, Emily était assise à leur petite table de cuisine pendant que l'oncle Matthew préparait un dîner simple. Pourquoi cet homme riche s'intéresse-t-il autant à l'ancien lieu de travail de maman? Demanda Matthew en essayant de paraître décontracté. Emily joua avec la bague en rubis. Il a reconnu la bague, dit-elle. Il a dit qu'il avait donné la même à une fille appelée Lily à Sunshine. Les mains de Matthew s'immobilisèrent. Ta mère n'a jamais beaucoup parlé de cet endroit. Elle disait juste qu'il avait fermé soudainement, et c'est à ce moment-là qu'elle t'a adopté. Emily sortit son sac et prit un journal usé. Après la mort de maman, j'ai trouvé son journal intime. Elle mentionnait des papiers à la banque et des vérités à révéler. Elle releva les yeux vers son oncle. Tu crois que ça a un lien avec Monsieur Reynolds? Le visage de Matthew s'assombrit. Je ne sais pas, mais des gens riches comme lui ne s'intéressent pas aux gens comme nous sans raison. Il avait l'air triste. Emily, dit-elle simplement. Pendant ce temps, Jacques accédait au serveur du Reynolds Development Group, cherchant toute mention de Sunshine Children's Home. Ce qu'il trouva lui glaça le sang, des dossiers d'acquisition immobilière montraient que son père avait acheté le terrain de l'orphelinat il y a 15 ans, quelques semaines seulement après la dernière visite de Jacques à Lily. Les documents officiels indiquaient que l'orphelinat avait fermé pour raisons financières, mais un mémo interne révélait que Richard Reynolds avait utilisé ses connexions politiques pour forcer la fermeture, invoquant des violations du code du bâtiment qui semblaient étrangement bien programmées. Le plus inquiétant était une note manuscrite de son père, tous les problèmes réglés. Transfert effectué. Aucun document restant. Jacques se renversa en arrière, les souvenirs heurtant cette nouvelle réalité. Qu'avait fait son père? Et pourquoi Emily Collins possédait-elle la bague de Lily? À l'aube sur New York, 2 personnes, dans des circonstances très différentes, restaient éveillées avec les mêmes questions, sans se douter à quel point leur vie était déjà liée, ni combien leur quête de vérité allait devenir dangereuse. Jacques sortit de la douche, l'eau chaude n'ayant guère apaisé son esprit troublé. La salle de bain spacieuse de son penthouse brillait de marbre et de chrome,
témoignage d'une richesse qui avait toujours ressemblé plus à une cache qu'à un privilège. Il essuya la buée du miroir, fixant le reflet d'un homme qu'il reconnaissait à peine. La voix de Victoria s'éleva depuis la chambre. « Jack chéri, les Huntington viennent de confirmer pour le dîner ce soir. Papa veut discuter d'avancer l'annonce de la fusion pour qu'elle coïncide avec notre mariage. » Jack ferma les yeux. Le mot mariage lui asséna un coup physique. Leur engagement avait été annoncé dans le Wall Street Journal, décrit comme une union de la royauté de l'immobilier, sans tenir compte qu'aucun des deux ne l'avait choisi. Les familles Reynolds et Huntington avaient tout orchestré, jusqu'au diamant de 6 carats qui pesait comme un cadenas au doigt de Victoria. « Je dois d'abord régler une affaire, » répondit Jack, sa voix résonnant dans la vaste salle de bain. « Toujours des affaires, » soupira Victoria, avec une pointe de véritable déception qu'il fit semblant de ne pas entendre. Il s'habilla rapidement d'un autre costume impeccable et partit sans prendre de petit déjeuner, ordonnant à son chauffeur de le conduire aux archives de l'entreprise. Il y avait une vérité enfouie dans ses dossiers, et après sa rencontre avec Emily, il ne pouvait plus l'ignorer. De l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu de Queens, Emily s'éveilla au bruit de l'oncle Matthew qui se préparait pour le travail. Le contraste ne pouvait être plus frappant, là où le Penthouse de Jack occupait un étage entier avec une vue à perte de vue, leur appartement de 2 chambres peinait à contenir leur vie modeste. Le plafond était taché d'eau, les appareils électroménagers dépassés, et les meubles usés au-delà de leur prime. Pourtant, il y avait ici une chaleur que la maison luxueuse de Jack n'avait pas. Des photos d'Emily avec Sarah Collins ornaient les murs, premier jour d'école, anniversaire, Noël, des moments de joie ordinaires capturés et préservés. « Bonjour, gamine », lança Matthew quand Emily entra dans leur petite cuisine. « Les œufs sont sur le feu, j'ai une double journée aujourd'hui, alors Madame Patel, la voisine, viendra veiller sur toi après l'école. » Il s'arrêta, scrutant son visage. « Tu penses à cet homme d'hier, celui avec la voiture de luxe ?» Emily hocha la tête distraitement, touchant la bague en rubis. « Il connaît des choses, oncle Matt, sur maman, sur mes origines. » Le visage buriné de Matthew s'adoucit. « Ta mère t'aimait plus que tout, rien ne change ça, je sais. Mais tu ne trouves pas bizarre qu'il ait reconnu la bague, qu'il sache pour Sunshine ?» Matthew soupira en regardant sa montre. « Après le travail, on regardera ensemble les affaires de ta mère. Peut-être qu'on a manqué quelque chose. » Il attrapa sa vieille veste en cuir et ses clés de voiture. « Fais attention aux gens comme Reynolds. Les riches vivent dans un monde différent du nôtre. » Après le départ de Matthew, Emily sortit à nouveau le journal intime de Sarah, relisant des passages qui lui semblaient cryptiques auparavant, mais qui prenaient maintenant un sens nouveau. « Je ne pouvais pas la laisser là, pas après ce que j'ai entendu. Certaines promesses valent qu'on risque tout. Les papiers sont en sécurité maintenant. Quand elle sera assez grande pour comprendre, elle en aura besoin pour retrouver son chemin. » Emily se tourna vers la fin du journal où Sarah avait collé une petite clé. Elle avait toujours pensé que c'était une décoration, mais maintenant, elle se demandait si ce n'était pas la clé pour ouvrir bien plus que des souvenirs. Pendant ce temps, Jack était assis dans la salle d'archives climatisée du Reynolds Development Group, entouré de cartons remplis de dossiers anciens. La plupart des cadres auraient délégué cette tâche, mais lui ne faisait confiance à personne avec ce qu'il cherchait. Les heures passèrent avant qu'il ne trouve enfin ce qu'il cherchait, un dossier intitulé « Sunshine Acquisition ». À l'intérieur se trouvaient des documents fonciers, des demandes de zonage, et une seule photographie qui lui fit arrêter le cœur, l'orphelinat avant sa démolition, un bâtiment qui hantait ses rêves depuis 15 ans. Sous ces papiers, une enveloppe scellée marquée « RR personnel ». Briser le sceau de son père lui donnait l'impression de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais reculer. Mais Jack le fit quand même. Il versa le contenu sur la table, des certificats de naissance, des papiers d'adoption, une liste de noms d'enfants avec des annotations à côté, potentiel, inadapté, transféré, cas spécial, et là, encerclé au stylo rouge, Lily Sullivan, manipulation spéciale selon directive RR. Le téléphone dans sa poche vibra, Victoria, encore une fois, lui rappelant le dîner. Jack l'ignora, les mains tremblantes, poursuivant sa lecture. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, dessinant un tableau si troublant qu'il avait du mal à le comprendre. Son père, le grand Richard Reynolds, avait orchestré bien plus que des transactions immobilières. Il avait déplacé des enfants comme des pions aux échecs, dont une petite fille nommée Lily qui avait disparu de tous les registres le jour même où Jack lui avait donné la bague en rubis. À mesure que la prise de conscience grandissait, Jack ressentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années, une rage brute et incontrôlée.
Quel que soit le jeu auquel son père avait joué, Emily Collins était prise au milieu, tout comme lui. Dans deux quartiers très différents de la ville, Jack et Emily prirent simultanément la même décision, ils avaient besoin de réponses, peu importe le prix. Les mondes qui les avaient séparés pendant si longtemps étaient sur le point de s'entrechoquer. La lourde porte en bois de la First National Bank s'ouvrit alors qu'Emily et Matthew entraient l'après-midi suivant. Matthew était parti plus tôt du travail, incapable de se concentrer après leur conversation du matin. « Tu es sûr que c'est bien ce que ta mère voulait dire ?» murmura Matthew en jetant un coup d'œil au hall au sol de marbre, visiblement mal à l'aise. Les banques ne l'avaient jamais bien traité. Emily hocha la tête en serrant le journal de Sarah. L'entrée dit, vérité enfermée à la First National et nous avons cette clé. Ça doit être pour un coffre-fort. Au guichet, une responsable sceptique examina leurs documents, le certificat de décès de Sarah, les papiers de tutelle de Matthew, et la clé elle-même. C'est très inhabituel, dit-elle en les observant par-dessus ses lunettes de lecture, mais la paperasse semble en ordre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils furent conduits dans une pièce privée avec un mur de coffres métalliques. Lorsque la responsable inséra leur clé avec sa clé maîtresse, le coffre 1524 s'ouvrit avec un clic satisfaisant. Je vous laisse en privé, dit-elle en les quittant. Matthew souleva le couvercle, révélant une enveloppe manille, une petite boîte en bois et une lettre scellée écrite de la main d'Emily et de Sarah, portant la mention « À ouvrir quand tu auras retrouvé ton chemin ». Les mains d'Emily tremblaient alors qu'elle rompait le sceau. En lisant, des larmes montèrent à ses yeux. « Maman savait » murmura-t-elle. Tout ce temps, elle savait que je n'étais pas celle que je pensais être. La lettre révélait que Sarah avait été infirmière en chef à Sunshine Children's Home. Une nuit, elle avait surpris Richard Reynolds et le directeur discuter d'arrangements spéciaux pour une enfant nommée Lily. Craignant pour la sécurité de l'enfant, Sarah avait pris la fille et fui, changeant leur nom et commençant une nouvelle vie loin de New York. Dans l'enveloppe manie se trouvaient des papiers d'adoption manifestement falsifiés, ainsi que des documents originaux que Sarah avait fait sortir en cachette, dont un certificat de naissance pour Lily Reynolds, née d'Olivia et Richard Reynolds. C'est impossible, souffla Matthew. Richard Reynolds est l'un des hommes les plus riches de New York, et tu dis qu'il est ton père? Pourquoi aurait-il abandonné son propre enfant? Emily fixa le certificat de naissance, son monde basculant sur son axe. Et Jacques, si ce sont aussi ses parents, alors c'est mon frère. Matthew acheva, le visage pâle. Ton frère qui, d'une manière ou d'une autre, t'a retrouvé après toutes ces années. La boîte en bois contenait un dernier objet, un article de journal parlant du travail caritatif d'Olivia Reynolds auprès des orphelins, avec une note manuscrite dans la marge, elle n'a jamais cessé de te chercher. Pendant qu'Emily et Matthew faisaient leur découverte, Jacques était assis dans son bureau privé à la Reynolds Tower, fixant son écran d'ordinateur, incrédule. Ses enquêteurs lui avaient envoyé leurs premières conclusions, des dossiers d'employés de Sunshine montraient que Sarah Collins avait démissionné le jour même de la fermeture de l'orphelinat. Sa lettre de démission évoquait des préoccupations éthiques, mais une note dans son dossier la qualifiait d'« intransigeante » et de « risque potentiel ». Plus inquiétant encore, ses enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace de ce qu'était devenue une enfant nommée Lily après la fermeture de l'orphelinat. C'était comme si elle avait simplement disparu, son existence effacée de tous les registres. Jacques ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une petite boîte en bois presque identique à celle qu'Emily venait de découvrir. À l'intérieur, une photo fanée de sa mère Olivia tenant un nouveau-né. Il l'avait trouvée cachée dans sa commode des années auparavant, sans jamais comprendre sa signification. Au verso, en écriture élégante de sa mère, Lily Elizabeth Reynolds, née à 4h17. Mon ange parfait. L'interphone grésilla, le tirant de ses pensées. Monsieur Reynolds, votre père est là pour vous voir. Jacques remit rapidement la photo à sa place. Faites-le entrer. Richard Reynolds entra dans le bureau avec l'assurance d'un homme qui possédait l'immeuble, ce qui était techniquement le cas. À 65 ans, il restait imposant, ses cheveux argentés et son costume sur mesure dégageant pouvoir et autorité. Jacques, dit-il en s'asseyant sans invitation, Victoria m'a dit que tu étais distrait. Quelque chose au sujet d'anciennes acquisitions immobilières? Le pouls de Jacques s'accéléra. Comment Victoria avait-elle su? Il garda un visage neutre. Je ne fais que revoir notre historique. Le projet Sunshine Plaza me fait penser à ce qui se trouvait là avant. Les yeux de Richard se plissèrent légèrement. Les vieilles histoires ne valent pas ton temps. L'avenir de Reynolds Développement est ce qui compte, ton avenir avec Victoria, assurer notre héritage.
Le mot héritage flotta dans l'air entre eux, chargé d'un nouveau sens pour Jacques. Il pensa à Émilie, à Lily et à la bague qui avait survécu à 15 ans de secret. Bien sûr, père, répondit Jacques avec assurance. Certains problèmes en suspens devaient être réglés. Richard se redressa en ajustant sa veste. Certaines choses sont mieux enterrées. Concentre-toi sur l'essentiel, Phil. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Oh, et Jacques, tiens-toi loin de Queens. Rien de bon n'en est jamais sorti. Alors que la porte se refermait derrière Richard, Jacques resta figé. Son père savait pour Émilie, pour sa visite, pour tout. Le jeu était plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé, et Richard Reynolds avait toujours joué pour gagner. Mais pour la première fois de sa vie, Jacques allait faire de même. Il ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Il conduisit plutôt jusqu'à un hôtel anonyme à Midtown, paya sa chambre en espèces et fit 3 appels, un à un détective privé en qui il avait confiance, un à son avocat personnel, et un à l'appartement d'Émilie. Quand Matthew répondit, Jacques parla rapidement. « Il faut que je te rencontre, toi et Émilie. Pas chez vous, quelque part de public mais privé. C'est à propos de ce que vous avez découvert aujourd'hui. » « Comment savais-tu qu'on avait trouvé quelque chose ?» demanda Matthew, méfiant. « Parce que moi aussi, j'ai trouvé quelque chose, répondit Jacques. Et je crois qu'on est tous en danger. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant calme à Brooklyn. Émilie serrait un petit sac à dos contenant les documents de Sarah, les yeux pleins de questions, tandis que Jacques s'asseyait en face d'eux. « Je pense que tu es mon frère, » lança Émilie sans attendre de salutation. Jacques hocha lentement la tête. « Et je crois que Richard Reynolds, notre père, t'a caché pendant 15 ans. La question est pourquoi ?» Matthew posa un bras protecteur autour des épaules d'Émilie. La lettre de Sarah mentionnait des arrangements spéciaux pour Lily, pour Émilie. « Tu as une idée de ce que ça veut dire ?» Le visage de Jacques s'assombrit. « Mon père ne fait jamais rien sans raison. Les enfants de Sunshine n'étaient pas simplement adoptés, ils étaient sélectionnés. J'ai trouvé une liste dans les archives de l'entreprise qui classe les enfants comme un inventaire, dit Jacques. Pour ce que Matthew a demandé, je ne sais pas encore, mais la fermeture de l'orphelinat coïncide avec autre chose, la restructuration de Reynolds Développement en société cotée en bourse. Mon père avait besoin d'un capital important pour s'étendre. Émilie se pencha en avant. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dans le monde impitoyable des affaires et des héritages, les lignées sanguines comptent, expliqua Jacques, surtout pour quelqu'un d'aussi obsédé par l'héritage que Richard Reynolds. La compréhension apparut sur le visage de Matthew. Une assurance, il la gardait comme une assurance. Jacques acquiesça d'un air sombre. Ou un levier, ou... Il hésita. L'horreur entière de sa suspicion était encore trop terrible pour être dite. Émilie sortit la lettre de Sarah. Maman a écrit qu'elle avait entendu Richard dire que je devais être préparé pour mon rôle, que quelque chose était prévu pour mon 18e anniversaire. Jacques regarda sa montre. Ça fait moins de 9 ans. On doit savoir ce qu'il prévoyait. Alors, on fait quoi? Demanda Matthew. On a besoin de preuves, des preuves concrètes qui tiendront face à l'armée d'avocats que mon père emploie. Demain, j'ai rendez-vous avec ma mère Olivia. Elle doit savoir quelque chose. Les yeux d'Émilie s'agrandirent. Ma mère biologique? Je peux venir? Jacques secoua la tête. Trop dangereux. Richard a des gens qui la surveillent constamment. Mais je lui parlerai de toi. Il hésita, puis ajouta doucement. Elle n'a jamais cessé de te chercher. Émilie cligna des yeux pour retenir ses larmes. Tout ce temps, je pensais. Une serveuse arriva, interrompant le moment en s'asseyant avec du café pour les adultes et un chocolat chaud pour Émilie. Jacques remarqua une berline noire ralentir devant la fenêtre du dîner. Il faut qu'on y aille, dit-il sèchement. Par derrière. Ils se précipitèrent à travers la cuisine puis dans l'allée derrière. Matthew attrapa le bras de Jacques. Reynolds, dans quoi tu nous as mis? Les yeux de Jacques étaient durs tandis qu'il regardait Émilie monter dans le vieux camion de Matthew. La vérité. Et mon père fera tout pour l'enterrer. La lumière du matin traversait les vitraux de la cathédrale Saint-Patrick tandis que Jacques attendait dans un coin tranquille, loin des touristes et des fidèles. C'était le seul endroit où sa mère pouvait le rencontrer sans que Richard ne soit au courant. Sa confession hebdomadaire offrait une couverture parfaite. Olivia Reynolds entra, portant de grandes lunettes de soleil et un chapeau modeste,
ne ressemblant en rien à la mondaine dont la photo ornait les galas de charité. À 58 ans, elle restait élégante, mais Jacques remarqua un léger tremblement dans ses mains quand elle s'assit à côté de lui. « Jacques, murmura-t-elle. Ton message disait que c'était urgent. »« J'ai trouvé sa mère, » dit simplement Jacques. « J'ai trouvé Lily. » Olivia se figea, sa contenance vacillant. « C'est impossible, » dit-elle. « Richard a dit qu'elle était morte. »« Encore un mensonge de mon père, » acheva Jacques. « Elle est vivante. » Sarah Collins l'a prise et protégée toutes ces années. Des larmes glissèrent sous les lunettes d'Olivia. « Mon bébé ? Où est-elle ? Est-elle en sécurité ? Elle s'appelle Émilie maintenant, elle a 9 ans, elle est brillante et elle a tes yeux, dit Jacques doucement. Et elle a toujours la bague en rubis que je lui ai donnée, ta bague. Olivia retira ses gants, révélant une bague identique en rubis. Les bagues de ma grand-mère, une pour chaque jumelle. Le monde de Jacques bascula encore. Lily était une jumelle. Olivia hocha lentement la tête. Tu ne l'as jamais su. Richard s'est assuré que tu ne le saches jamais. Des jumelles identiques, nées à 7 minutes d'intervalle. Il m'a dit que le deuxième bébé était mort à la naissance. J'étais fortement sous médicaments quand j'ai pu réfléchir, dit-elle, il y avait des certificats de décès, des funérailles privées. Pourquoi séparer les jumelles ? Pourquoi prendre Lily loin de toi mais la cacher à Sunshine ? La voix d'Olivia devint plus basse encore. Une assurance, un contrôle. Le grand-père de Richard avait une obsession bizarre pour les jumeaux, croyant qu'ils partageaient une connexion spéciale. Quand Richard a découvert que je portais des jumelles identiques, il a commencé à prendre des dispositions. Quel genre de dispositions ? Pressa Jacques. Un plan de secours. Richard a bâti son entreprise avec des méthodes qui pourraient un jour être remises en question. Il avait besoin d'un moyen pour protéger son héritage si tu devenais problématique. Elle serra la main de Jacques. Lily était sa contingence, une correspondance génétique avec toi, élevée séparément mais sous son contrôle, prête à te remplacer si nécessaire. Jacques se sentit physiquement mal. Et l'autre jumelle, Elisabeth ? Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle. Richard disait qu'elle était morte. Mais après ce que tu m'as dit à propos de Lily ? Un gardien d'église passa à côté, rendant Olivia tendue. Je ne peux pas rester plus longtemps, dit-elle. Richard surveille chacun de mes mouvements. Mais Jacques, serrant sa main, ajouta. Fais attention. Il y a plus que ce que je sais moi-même. Richard a un coffre-fort privé dans son bureau. Tout ce que tu cherches s'y trouve. Alors qu'elle se levait pour partir, Jacques demanda. Émilie la rencontrera-t-elle ? La contenance d'Olivia se brisa enfin, un sanglot lui échappa. Plus que tout, mais pas avant qu'elle soit en sécurité, pas avant que nous soyons tous à l'abri de Richard. Plus tard dans l'après-midi, Richard Reynolds convoqua son fils à l'étage exécutif de la Reynolds Tower. Alors que Jacques entrait dans le bureau somptueux, Richard regardait une vidéo de surveillance sur son ordinateur. Choix intéressant de lieu de rendez-vous ce matin, dit Richard en tournant l'écran vers Jacques, montrant Olivia et lui à la cathédrale. Tu veux m'expliquer pourquoi tu déranges ta mère avec des contes de fées sur des enfants morts ? Jacques comprit parfaitement que le jeu avait changé. Son père ne cachait pas seulement des secrets, il était dangereux. Et quelque part dans la ville, Émilie pourrait être en grand danger elle aussi. Il faut agir, dit Jacques dans son téléphone, faisant les 100 pas dans la salle de bain des cadres où il s'était réfugié après sa confrontation avec son père. Richard sait que j'ai trouvé Émilie. Il nous surveille tous les deux. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Assez pour qu'on comprenne qu'il a des yeux partout, répondit Matthew, la voix craquant sur la ligne. Jacques vérifia sous les cabines des toilettes pour s'assurer d'être seul. J'ai aussi appris quelque chose de ma mère, dit-il. Émilie, Lily avait une sœur jumelle nommée Elisabeth. Richard a dit à Olivia que le bébé était mort à la naissance, mais après tout ce qu'il a menti. Un long silence suivit avant que Matthew ne parle. Tu me dis qu'il pourrait y avoir une autre fille, un autre enfant qui l'aurait caché ? Je ne sais pas, mais ce soir, je dois accéder au coffre-fort privé de mon père. Est-ce qu'Émilie peut aller quelque part en sécurité ? Mon cousin dans le New Jersey, je peux l'y emmener maintenant, répondit Matthew en hésitant. Reynolds, mon camarade Daniel, le frère de Sarah, est mort en enquêtant sur Sunshine il y a 10 ans. Accident de voiture, disait-il. J'ai toujours trouvé ça louche,
mais Sarah m'a supplié de laisser tomber pour le bien d'Emily. Le sang de Jacques se glaça. Daniel Collins. J'ai vu son nom dans un rapport de sécurité que mon père garde sur ses ennemis. Richard suit ta famille depuis des années. C'est plus gros que juste Emily, n'est-ce pas? Demanda Matthew, sombre. Je pense que mon père manipule des vies depuis des décennies, confirma Jacques. Et je crois qu'Emily n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce soir-là, Richard Reynolds assistait à un gala de charité, offrant à Jacques sa chance. Utilisant sa carte d'accès exécutive, il entra dans la suite privée du bureau de son père après les heures de travail. Le coffre-fort était dissimulé derrière un tableau, un portrait de famille où Richard posait fièrement avec Jacques et Olivia, sa main posée possessivement sur l'épaule de Jacques. La combinaison demanda 3 essais. La date de naissance de Richard échoua, tout comme la date de fondation de l'entreprise. Sur un coup de tête, Jacques essaya la date où il avait été officiellement adopté par la famille Reynolds. Le verrou céda. À l'intérieur, des piles de documents organisés en dossiers méticuleux. Jacques photographia tout avec son téléphone, parcourant rapidement des dossiers intitulés « Adoption spéciale »,« Recherche génétique »,« Actifs de contingence ». Ce qu'il trouva lui retourna l'estomac. Richard avait orchestré des dizaines d'adoptions dans divers orphelinats, sélectionnant des enfants avec des traits et un potentiel spécifique. Le plus troublant était un dossier intitulé « Études sur les jumeaux », contenant des recherches sur des jumelles identiques élevées séparément, testant les limites de l'influence génétique versus l'environnement. Un dossier marqué « Succession Reynolds » détenait les preuves les plus accablantes, des plans détaillés pour l'avenir d'Emily, y compris des préparatifs pour l'intégrer dans l'entreprise si Jacques devenait un problème. Il y avait des calendriers pour son éducation, un conditionnement psychologique, même des procédures médicales prévues pour son adolescence. Et sous tout cela, un dernier dossier intitulé « Elisabeth », contenant seulement un certificat de décès et une seule photo d'un nourrisson. Au verso, écrit de la main précise de Richard. Échantillon de tissu cryoconservé, stocké au Reynolds Medical Research. Code d'accès 7729ER. Le téléphone de Jacques vibra avec un message de Matthew, homme en berline noire surveille l'appartement. On est sorti par l'arrière. En sécurité maintenant. Où es-tu? Alors que Jacques commençait à répondre, la lumière du bureau s'alluma soudain. Il leva les yeux et vit Victoria dans l'embrasure de la porte, sa robe de soirée suggérant qu'elle venait directement du gala. « Je savais que tu cachais quelque chose, » dit-elle froidement. « Que fais-tu exactement, Jacques ?» Il glissa son téléphone dans sa poche. « Tu ne comprendrais pas. » Elle s'avança lentement, observant le coffre-fort ouvert et les dossiers éparpillés. « Essaie-moi. Parce que, pour l'instant, je suis ta seule option. Ton père a envoyé son équipe de sécurité te chercher il y a 10 minutes. » Jacques scruta son visage, cherchant un signe de tromperie. Victoria faisait partie de sa vie depuis des années, leur fiançailles n'était qu'un arrangement d'affaires, aucun des deux n'avait vraiment choisi ça, mais il n'avait jamais su où se situaient ses loyautés. « Pourquoi m'aiderais-tu » demanda-t-il. La parfaite contenance de Victoria se fissura légèrement. « Parce que j'ai vu ce que Richard fait aux gens qui se mettent en travers de son chemin, et parce que j'en ai assez d'être un simple actif dans le portefeuille Reynolds. » Elle jeta un coup d'œil à sa bague de fiançailles en diamant. « Nous avons tous les deux été des pions, Jacques. J'ai juste compris ça plus tôt. » Du couloir arrivèrent des voix et des pas. Jacques n'eut que quelques secondes pour décider. « Mon père a manipulé la vie d'enfants, y compris celle de mes sœurs, en fait des jumelles. Il mène des expérimentations génétiques, séparant des familles. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. » Victoria hocha la tête d'un air décidé. « Prends l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol. Je leur dirai que je t'ai vu partir vers le toit. » Elle retira ses talons. « Vas-y, maintenant. » Jacques dévala le couloir de service, des dossiers sous le bras, le téléphone serré dans sa main. Il comprit que les lignes de bataille se dessinaient. Richard Reynolds avait passé des décennies à bâtir son empire sur des secrets et des manipulations. Mais maintenant, une alliance improbable se formait pour faire tomber cet empire, un mécanicien sans abri, une enfant orpheline, une mondaine réticente, et le fils qui venait enfin de découvrir la vérité. La question était s'il pourrait survivre assez longtemps pour la révéler. Jacques retrouva Matthew et Emily dans un dîner ouvert toute la nuit dans le New Jersey. Son visage était marqué par sa fuite étroite. La banquette en vinyle craqua quand il s'assit et posa une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort de mon père », expliqua-t-il à voix basse.
Il glissa une photo sur la table, celle du bébé Elisabeth. Émilie la regarda, ses petits doigts suivant le visage du nourrisson. « Ma jumelle » murmura-t-elle. « Maman ne me l'a jamais dit. » Elle ne le savait peut-être pas, dit doucement Matthew. Sarah t'a prise et est partie. Elle n'aurait pas eu le temps d'enquêter sur tout. Jacques acquiesça. D'après ce que j'ai trouvé, Richard vous a séparés immédiatement après la naissance. Il a dit à Olivia qu'Elisabeth était morte, mais il t'a secrètement placé, toi, Lily, à Sunshine, où il pouvait surveiller ton développement. Mais pourquoi, demanda Emily. La question qui les hantait tous. Jacques hésita en regardant Matthew. Combien une fille de 9 ans doit-elle savoir des ténèbres qui ont façonné sa vie? Matthew comprit son regard. Pourquoi tu ne vas pas choisir une chanson au jukebox? Une fois Emily hors de portée, Jacques parla rapidement. Richard mène une expérience tordue. Les dossiers mentionnent un matériel génétique identique élevé dans des environnements contrôlés versus variables. Il y a des évaluations psychologiques, des tests d'intelligence, même des procédures médicales prévues pour son adolescence. Quel genre de malade? Matthew s'interrompit. Et Elisabeth, l'autre jumelle? La voix de Jacques s'assombrit encore. Le certificat de décès semble légitime, mais il y a une référence à des échantillons de tissus conservés. Je pense que Richard a peut-être prélevé du matériel génétique sur la jumelle décédée pour des recherches. Il y a des liens avec un centre médical appartenant à des filiales Reynolds. On doit aller à la police, insista Matthew. Avec quels documents? J'ai volé tout ça à l'un des hommes les plus puissants de New York. Jacques secoua la tête. On a besoin de preuves irréfutables et de témoins prêts à témoigner. L'ancienne directrice de Sunshine pourrait savoir quelque chose. Le docteur Margaret Winters, dit Matthew en hochant la tête. Sarah en avait parlé la dernière fois. Il paraît qu'elle a déménagé à Boston après la fermeture de l'orphelinat. Emily revint, glissant dans la banquette. Vous saviez que la bague en rubis a un secret? Demanda-t-elle en tournant l'anneau jusqu'à ce qu'il clique, révélant un minuscule compartiment dans le sertissage. À l'intérieur, un microfilm pas plus grand qu'un ongle. Les deux hommes fixèrent, émerveillés, tandis que Jacques l'extrayait délicatement. Il faut que je trouve un moyen de lire ça, dit-il. Ça pourrait être la clé de tout. Quelques heures plus tard, dans une boutique de photocopie ouverte 24h24, ils se regroupèrent autour d'un lecteur de microfilm alors que le petit film révélait ses secrets, un registre de paiement, date et nom de code, tous liés à quelque chose appelé Projet Gemini. Le plus choquant était la signature au bas de chaque autorisation, Richard Reynolds. C'était un registre de pots de vin, réalisa Jacques, des paiements à des fonctionnaires qui fermaient les yeux quand Richard acquérait des terrains en fermant des orphelinats, des paiements à des médecins qui falsifiaient des certificats de décès, même des paiements pour étouffer des enquêtes. Matthew pointa une entrée, des Collins neutralisés $50 000. Mon Dieu, souffla-t-il. Il a payé pour faire tuer le frère de Sarah. Emily, qui était restée silencieuse jusque-là, parla soudain. Il y a un nom ici qui revient sans cesse. C'est qui, Victoria Huntington? Le sang de Jacques se glaça. Ma fiancée. Et d'après ça, elle rapporte mes activités à mon père depuis des années. À l'aube, 3 personnes liées par des secrets et des mensonges formèrent un nouveau plan, qui les libérerait tous ou détruirait tout dans le processus. La cérémonie de pose de la première pierre du Sunshine Plaza était affichée en une de toutes les sections économiques de New York. Des publicités pleines pages proclamaient « Reynolds Development Group revitalise un patrimoine historique ». Gala caritatif et pose de la première pierre, samedi, 19h. Jacques fixait l'annonce au petit déjeuner dans leur nouvelle cachette, une petite cabane sur la propriété du cousin de Matthew dans les Catskills. C'est parfait, dit Jacques en entourant la date. Tous les grands médias seront là. Mon père a invité des officiels de la ville, des chefs d'entreprise, même le gouverneur. Emily leva les yeux de son carnet où elle organisait leur découverte. Tu veux l'exposer publiquement, à son propre événement? Matthew fronça les sourcils. C'est risqué. La sécurité sera renforcée. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, répondit Jacques en déployant un plan dessiné à la main du lieu. J'ai été en contact avec le docteur Winters. Elle est prête à témoigner sur ce qui s'est passé à Sunshine, les enfants choisis pour un placement spécial, les dossiers disparus. On peut lui faire confiance, demanda Matthew. Elle dirigeait cet endroit. Elle était une autre pionne, expliqua Jacques.
Richard a menacé sa licence médicale si elle ne coopérait pas. Elle vit avec cette culpabilité depuis 15 ans. Emily montra la preuve sur le microfilm. Et Victoria? Elle t'a espionné tout ce temps. L'expression de Jacques se durcit. En fait, je ne suis plus si sûr. Il sortit son téléphone, leur montrant un message texte. Trouver quelque chose dans les mails privées de Richard. Te rencontrer n'était pas un hasard. Il a organisé ta panne de voiture près de l'école d'Emily. Il la surveille depuis des années. Fais attention, V. Tu crois qu'elle change de camp? Demanda Matthew, sceptique. Je pense qu'elle est autant victime de la manipulation de mon père que les autres, répondit Jacques. Et elle a accès. Ils mirent au point un plan audacieux. Victoria ferait en sorte que Jacques soit ajouté à la liste des intervenants de la cérémonie, avec une annonce surprise de ses fiançailles et de son futur rôle de PDG. Matthew, déguisé en membre du personnel, assurerait la partie technique. Le docteur Winters arriverait avec la documentation sur les manigances de Richard concernant les orphelinats. Emily, leur arme secrète, resterait cachée jusqu'au moment parfait. Et ma sœur? Demanda Emily à voix basse. Elisabeth. Jacques hésita. J'ai localisé le centre où les échantillons génétiques sont stockés. Après la cérémonie, une fois Richard exposé, on aura l'autorité légale pour enquêter pleinement. À la tombée de la nuit, la veille de la cérémonie, ils firent leur dernière préparation, téléphone jetable distribué, plan de secours établi, preuves sécurisées en plusieurs endroits. S'il m'arrive quelque chose, dit Jacques à Matthew, fais en sorte qu'Emily rejoigne Olivia. Elle séjourne au Plaza Hotel sous son nom de jeune fille, Wilson. Matthew hocha la tête gravement. Et s'il arrive quelque chose à Emily ou à moi, on brûle tout l'Empire Reynolds. Emily, qui était restée inhabituellement silencieuse, prit soudain la parole. Quoi qu'il arrive demain, on sera ensemble, d'accord? Juste après que tout soit fini. Les deux hommes échangèrent un regard, le poids de ce qu'ils allaient affronter pesant lourdement entre eux. Ils s'apprêtaient à défier l'un des hommes les plus puissants de New York, un homme qui avait orchestré des meurtres, manipulé des vies et enterré des secrets pendant des décennies. Oui, promit Jacques en s'agenouillant pour croiser son regard. Quand tout ça sera fini, plus de secrets, plus de cachettes. On sera une vraie famille. Alors qu'ils se penchaient ensemble sur leurs derniers préparatifs, aucun d'eux ne remarqua la berline noire qui roulait lentement devant l'allée de la cabane, ni l'objectif d'une caméra capturant leur silhouette à travers la fenêtre. La grande salle de bal du Plaza Hotel scintillait sous les yeux de l'élite new-yorkaise. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur des tables ornées de bouquets de roses blanches et d'accents dorés. Une immense banderole s'étendait sur la scène, Sunshine Plaza éclairait l'avenir de New York. Jacques ajustait son nœud papillon dans le miroir des toilettes. Victoria, à ses côtés, retouchait son maquillage. La sécurité vérifie tout le monde à l'entrée, murmura-t-elle. Richard a ajouté des gardes après le texto que je t'ai envoyé. Matthew est en position, demanda Jacques. À l'entrée de service, comme prévu. Le docteur Winters était arrivé il y a 10 minutes. Elle est à la table 7. Emily, avec ta mère, attend dans la suite de l'hôtel le signal. Victoria hésita. Jacques, Richard semble différent ce soir. Plus agité que je ne l'ai jamais vu. Le téléphone de Jacques vibra avec un message de Matthew, quelque chose ne va pas. La sécurité demande des vérifications d'identité secondaire. Plan B. Avant que Jacques ne puisse répondre, la porte des toilettes s'ouvrit brusquement. 2 agents de sécurité se tenaient là, oreillettes en place. Monsieur Reynolds, votre père demande votre présence en coulisses immédiatement. Jacques échangea un regard avec Victoria. Ce n'était pas prévu dans le plan. En coulisses, Richard Reynolds examinait des fiches de notes, impeccables dans son smoking. Quand il vit Jacques, il repoussa son assistant d'un geste. Fils, dit-il d'une voix étrangement calme, je pensais qu'on pourrait avoir une discussion père-fils avant les festivités. Il tendit un verre de scotch à Jacques. À de nouveaux départs. Jacques ne but pas. De quoi s'agit-il, père? Le sourire de Richard n'atteignait pas ses yeux. Tu sais, quand je t'ai adopté, les gens disaient que j'étais fou. Pourquoi ne pas avoir mon propre enfant biologique? Pourquoi élever le fils d'un autre? Il fit lentement le tour de Jacques. Mais j'ai vu en toi du potentiel. Avec le bon modelage, la bonne pression, tu pourrais devenir exactement ce dont j'avais besoin, un successeur.
Un prolongement, corrigea Jacques d'un ton plat. De ta vision. De ton héritage. Richard posa son verre intact. Imagine ma déception quand mon fils commence à se faufiler, rencontrer des orphelins et des infirmières déshonorées, fouiller dans une histoire ancienne. Je sais tout, dit Jacques, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Sur Lily et Elisabeth, sur ce que tu as fait. Richard haussa les épaules. Ce que j'ai fait, c'était pour protéger mes intérêts. Les affaires exigent des plans de secours. Ce sont des enfants, tes propres filles. Ce sont des actifs. Comme toi, rétorqua froidement Jacques. Comme ce charmant petit mécanicien avec qui tu la caches. Jacques sentit un froid glacial dans ses veines. Si tu as touché à Émilie. Émilie? Richard rit. Oh, tu veux dire Lily? Non, elle est assez en sécurité pour l'instant. Il regarda sa montre. La cérémonie commence dans 5 minutes. Tu as le choix, Jacques. Sois à mes côtés comme prévu, annonce tes fiançailles avec Victoria, accepte ton rôle d'héritier chez Reynolds Développement, ou regarde tout ce que tu as construit s'effondrer. C'est toi qui vas tomber, répondit Jacques en se dirigeant vers la porte. Les mots suivants de Richard le stoppèrent net. Ta mère t'a-t-elle déjà dit pourquoi je t'ai choisi, toi, spécifiquement, parmi tous les orphelins disponibles? Jacques se tourna lentement. De quoi tu parles? Le sourire de Richard était glaçant. Vas-y avec ton petit plan d'exposition ce soir, et tu vas découvrir jusqu'où vont les secrets de la famille Reynolds, même ceux que tu ne sais pas que tu caches. La voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le visionnaire derrière Sunshine Plaza, Monsieur Richard Reynolds. Les applaudissements remplirent la salle de bal tandis que Richard Reynolds montait sur scène, sa présence imposante attirant tous les regards. Jacques se faufila dans la foule, cherchant Victoria du regard. Il la trouva près de l'entrée de service, le visage tendu. Richard sait, murmura Jacques. Il a menacé Émilie. Victoria glissa une petite clé USB dans sa paume. Alors, nous n'avons rien à perdre. J'ai téléchargé ses mails privés, des communications avec des médecins au sujet de tests génétiques, des rapports de surveillance sur Émilie, tout est là. La voix de Richard emplit la salle. Fier d'annoncer Sunshine Plaza, un développement révolutionnaire qui revitalisera ce quartier historique. Jacques aperçut le docteur Winters à sa table, ses yeux croisant les siens avec un léger signe de tête. Matthew s'était placé près des contrôles audiovisuels, vêtu d'un uniforme de traiteur. Tout était en place malgré les avertissements de Richard. Richard poursuivit. J'aimerais inviter mon fils Jacques Reynolds à me rejoindre pour annoncer une nouvelle étape excitante pour notre famille et notre entreprise. Le projecteur se posa sur Jacques tandis qu'il avançait vers la scène. Le temps sembla ralentir. Des années de manipulation, de mensonges et de vérités cachées avaient conduit à ce moment. Quel que soit le secret que Richard détenait sur lui, il ne pouvait pas être pire que la vérité qu'ils avaient déjà découverte. Merci, père, dit Jacques en prenant le micro, sa voix restait ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Avant de parler de Sunshine Plaza, je voudrais partager quelque chose à propos de l'histoire de cette propriété. Le sourire de Richard se resserra, presque imperceptiblement. Il y a 15 ans, Jacques continua, un orphelinat nommé Sunshine Children's Home se trouvait ici. Il a fermé soudainement, les enfants ont été dispersés, et tous les dossiers de son existence ont presque été effacés. Un murmure parcourut la foule. Un des écrans vidéo derrière eux scintilla alors que Matthew lançait les preuves qu'ils avaient rassemblées. J'ai récemment découvert pourquoi, dit Jacques. L'orphelinat faisait partie d'une opération vieille de plusieurs décennies pour manipuler la vie des enfants à des fins personnelles, avantages corporatifs, et expériences inquiétantes. Richard avança, tendant la main vers le micro. Mon fils est visiblement malade. J'ai des preuves, interrompit Jacques en montrant les écrans où défilaient des documents du coffre-fort de Richard. Ces dossiers montrent comment Richard Reynolds a séparé des jumelles à la naissance, déclarant l'une morte tout en surveillant secrètement l'autre. Des exclamations s'élevèrent dans la salle de bal. Les journalistes prirent frénétiquement des notes. Au fond de la salle, une agitation éclata lorsqu'Olivia Reynolds entra, Emily à ses côtés, toutes deux portant des bagues en rubis identiques. Je voudrais vous présenter Emily Collins, annonça Jacques, née Lily Reynolds, fille d'Olivia et Richard Reynolds, et ma sœur. Richard se précipita vers le micro. Coupez la vidéo, c'est trop tard. Richard.
cria une voix dans la foule. Sarah Collins se tenait là, pâle et déterminée, soutenue par Matthew. Je ne suis pas morte dans cet accident de voiture. Vos hommes ont échoué. La pièce éclata en chaos, les flashs crépitaient tandis qu'Emily courait vers Jacques, pendant que les agents de sécurité regardaient Richard, incertains de quel ordre suivre. J'ai sauvé Lily quand j'ai entendu vos plans pour elle, continua Sarah en s'adressant directement à Richard. La séparer pour l'élever comme une remplaçante pour Jacques, si jamais il vous décevait. L'utiliser pour vos recherches génétiques tordues. Olivia s'avança, sa voix perçant le bruit. C'est vrai. Richard m'a dit que notre seconde fille était morte à la naissance. Il ment depuis 15 ans. Le visage de Richard se déforma de rage. Tu ne sais rien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille, pour notre héritage. Il se tourna vers Jacques. Tu crois avoir gagné? Tu as tout détruit, y compris toi-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi je t'ai choisi pour adopter? Regarde-toi, Jacques. Regarde ta mère. La ressemblance n'est pas une coïncidence. Alors que la vérité s'imprimait sur le visage de Jacques, le rire de Richard était creux. C'est exact. Olivia n'était pas seulement ma femme. Si elle était ta tante biologique. Ta véritable mère était sa sœur, ce qui fait de toi un Reynolds de sang depuis toujours, un simple pion dans mon grand dessin. La salle de bal tomba silencieuse après la révélation de Richard. Les reporters restaient figés, les caméras crépitaient encore, capturant ce moment de choc collectif. Jacques vacilla légèrement, sa main trouvant l'épaule d'Emily pour se soutenir tandis que les implications le submergeaient. Tu veux dire que je suis, commença Jacques. Un Reynolds de sang, termina Richard avec un sourire tordu. La nièce d'Olivia. Sa sœur Margaret est morte en couche. Tu étais la candidate parfaite pour mes plans, du sang de notre sang, mais élevée sous mon contrôle total. Olivia s'approcha de Jacques, les larmes coulant sur son visage. Je ne le savais pas pendant des années, Jacques. Quand j'ai découvert la vérité sur ta mère, ma sœur, Richard a menacé de t'envoyer loin si jamais je te le disais. Le docteur Winters s'avança dans la foule. Je peux confirmer ceci, Reynolds Développement n'a pas seulement acquis des orphelinats, ils ont créé des situations pour engendrer des orphelins quand c'était nécessaire. La mort de Margaret Wilson n'était pas un accident. Un journaliste cria. Accusez-vous Richard Reynolds de meurtre? Avant que Richard ne puisse répondre, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Des agents du FBI envahirent la pièce, menés par une femme au visage sévère qui monta sur scène. Richard Reynolds, annonça-t-elle, vous êtes arrêté pour fraude, falsification de documents, corruption de fonctionnaires publics et complot. Le visage de Richard devint pâle tandis que deux agents s'avançaient pour l'encadrer. Vous n'avez rien, bégaya-t-il. Aucune preuve valable devant un tribunal. Victoria s'avança, sa robe de créateur en accord avec son expression résolue. Ils ont tout, Richard. Pendant que tu te concentrais sur Jacques, je coopérais avec le FBI depuis des mois. Les comptes offshore de Reynolds Développement, les pots de vin aux officiels de la ville, les certificats de décès falsifiés, y compris celui d'Elizabeth Reynolds. Emily poussa un cri d'étonnement. Ma sœur jumelle? Le regard de Victoria s'adoucit en regardant l'enfant. Elizabeth n'est pas morte à la naissance. Elle a été adoptée par la famille Huntington, la mienne. Je ne l'ai su que l'année dernière, quand mon père a révélé la vérité sur son lit de mort. La révélation fit vibrer la foule stupéfaite. Les photographes capturèrent le visage de Richard alors que la réalisation le frappait. Commença-t-il. Elizabeth Reynolds, confirma Victoria. Ta fille, celle que tu pensais pouvoir contrôler à travers mes fiançailles avec Jacques, un autre pion dans ton jeu tordu. Alors que les agents emmenaient Richard, les reporters se précipitèrent, lançant des questions. La salle de bal plongea dans le chaos, les caméras cherchant à capturer chaque instant de l'effondrement spectaculaire de l'Empire Reynolds. Dehors, les camionnettes de presse bordaient la rue. Le lendemain matin, les gros titres éclateraient à travers le pays. L'empire immobilier Reynolds bâti sur la fraude et les secrets de famille. Les marchés ouvriraient sur la chute libre des actions de Reynolds Development Group. Les partenaires prendraient leur distance, les contrats seraient annulés, et des décennies de relations d'affaires se dissoudraient du jour au lendemain. Les jours suivants se succédèrent en un tourbillon d'interrogatoires policiers, de dépositions légales et de frénésie médiatique. Jacques, Olivia, Emily et Victoria se retirèrent dans une propriété isolée dans l'Upstat,
protégés de la presse par des gardes de sécurité que Matthew avait personnellement sélectionnés. Une semaine après le gala, ils se réunirent dans le salon alors que des nouvelles d'investigation supplémentaires éclataient. Le conseil d'administration de Reynolds Développement avait voté à l'unanimité pour retirer le nom de Richard des projets. Tous les travaux, y compris Sunshine Plaza, étaient suspendus. Le FBI avait étendu son enquête à Reynolds Medical Research, où des preuves troublantes d'expérimentation génétique avaient été découvertes. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Emily, blottie contre Olivia sur le canapé. La semaine passée avait créé des liens timides entre mère et fille, renforcés par les traumatismes partagés et la guérison. Jacques regarda par la fenêtre la campagne paisible, si différente de la silhouette de Manhattan qui avait défini sa vie. La société sera restructurée sous supervision judiciaire. La plupart des actifs seront probablement liquidés pour payer les réparations, et Richard. Matthew demanda depuis sa place près de la porte, toujours instinctivement sur ses gardes. Aucun cautionnement. Jacques répondit. Trop de personnes influentes prennent leur distance, offrant des preuves en échange d'une immunité. Même les membres de son propre conseil d'administration témoignent contre lui. Sarah, qui observait tranquillement depuis un fauteuil, prit la parole. Et toi, Jacques, que vas-tu faire maintenant que tout le monde connaît la vérité sur ta naissance? C'était la question que Jacques se posait depuis cette nuit-là, son identité, son passé, son avenir, tout avait été bâti sur les mensonges de Richard. Je ne sais pas encore, admit-il, mais pour la première fois de ma vie, j'ai le pouvoir de décider. Nous avons tous ce pouvoir. Alors que la soirée tombait, cette famille improbable restait unie, non par les manipulations de Richard, mais par leur détermination commune à reprendre leur vie de son ombre. L'empire qu'il avait construit à force de contrôle et de tromperie s'était effondré en une seule nuit. Mais de ces ruines, quelque chose de plus précieux commençait à émerger, la vérité, la liberté, et la chance d'une connexion véritable. Les bagues en rubis qu'Emily et Victoria portaient, autrefois symbole des plans tordus de Richard, représentaient désormais autre chose, une famille retrouvant son chemin malgré les obstacles. 6 mois passèrent comme le changement des saisons, progressif mais transformateur. Le scandale Reynolds avait disparu des gros titres, mais continuait de résonner dans les milieux d'affaires et juridiques. Richard restait en détention, en attente de procès, son empire démantelé pièce par pièce sous supervision judiciaire. Un matin d'automne frais, Jacques se tenait devant la propriété clôturée où se trouvait autrefois Sunshine Children's Home. Les engins de chantier étaient à l'arrêt, le projet Sunshine Plaza définitivement suspendu. Un panneau, à vendre, oscillait doucement dans la brise, le logo Reynolds Développement manquant à l'appel. Tu réfléchis à quoi? Demanda Matthew en le rejoignant près de la clôture. Jacques sourit. Au sens des choses. Comment tout ici a été bâti sur le contrôle et la manipulation. Je veux créer quelque chose de différent. Tu en as l'occasion maintenant, répondit Matthew. Le règlement leur avait donné des ressources, même après les paiements de restitution. Les suites judiciaires avaient été complexes. Si Jacques n'était pas responsable des crimes de Richard, il avait volontairement renoncé à la majeure partie de son héritage Reynolds pour créer un fonds d'indemnisation des victimes. Le tribunal lui avait cependant confié la gestion de plusieurs actifs non entachés, suffisants pour recommencer, sans l'ombre de la richesse de son père. J'ai parlé avec le conseil municipal, dit Jacques. Ils sont prêts à reclasser cette propriété pour un usage communautaire au lieu de commerce de luxe, si on présente un bon projet. Matthew acquiesça, comprenant peu à peu. Un centre communautaire, peut-être avec un programme de formation pour les jeunes quittant la famille d'accueil. Exactement. Compétences techniques, mentorat, services d'accompagnement. Jacques se tourna vers son ami. Il me faudrait quelqu'un qui connaît les moteurs pour diriger le programme automobile. Matthew rit. Tu me proposes un boulot? Reynolds Collins, corrigea Jacques. J'ai changé légalement de nom la semaine dernière. Sarah m'a donné un foyer alors qu'elle n'y était pas obligée. Ça me semble juste de l'honorer. Ils reprirent la route vers la nouvelle maison de Jacques, plus une voiture familiale pratique qu'une berline de luxe. Le trajet les emmena hors de la ville, jusqu'à une ferme modeste sur 3 acres, assez grande pour leur famille atypique, mais à des années-lumière de l'opulence du Penthouse de Jacques. À l'intérieur, Emily, désormais à l'aise aussi bien sous le nom d'Emily que de Lily selon l'interlocuteur, était assise à la table de la cuisine YYOU avec Olivia et Sarah, travaillant sur un projet scientifique. Les deux mères avaient tissé un lien inattendu, leur amour commun pour Emily comblant leurs différences de parcours et d'expérience.
Victoria arriva plus tard pour le dîner, sa transformation aussi spectaculaire que celle de Jacques. Fini les vêtements de créateur et le maquillage parfait, place au confort décontracté et au sourire sincère. Elle avait dissous l'entreprise hôtelière familiale, utilisant son héritage pour fonder une organisation aidant les familles séparées par la fraude à l'adoption. J'ai une nouvelle, annonça Victoria au dessert. La Sunshine Memorial Foundation vient d'être reconnue comme organisme à but non lucratif. Nous pouvons commencer à accepter des dons pour le projet du centre communautaire. Des applaudissements éclatèrent autour de la table. La fondation, dirigée conjointement par Jacques, Victoria, Sarah et Matthew, était devenue leur mission commune, une manière de transformer la douleur du passé en quelque chose de guérisseur. Victoria jeta un regard vers Emily. Le programme de bourses éducatives pour enfants orphelins sera lancé le mois prochain. Nous l'appelons Collins Reynolds Scholar. Emily rayonnait de fierté. À 10 ans, elle avait insisté pour être impliquée dans la planification de la fondation, notamment pour les programmes destinés aux enfants. Sa perspective unique s'était révélée précieuse. Plus tard dans la soirée, Jacques trouva Emily assise sur la balançoire de la véranda, regardant les étoiles. « Une grande journée demain », dit-il en la rejoignant. « Premier jour dans ta nouvelle école. » Emily hocha la tête. « Tu penses que les enfants vont poser des questions ? Surtout, sur le fait d'être passé aux infos, sur Richard qui est mon père ?» Jacques réfléchit. « Certains, peut-être. Mais tu n'es pas obligé de répondre à ce que tu ne veux pas. Et souviens-toi, la famille, ce n'est pas que le sang, c'est ceux qui t'aiment et ceux que tu choisis d'aimer en retour. » Comme nous, dit Emily simplement. Nous nous sommes choisis. Jacques sourit, le cœur plein. Il y a 6 mois, il était piégé dans une vie bâtie sur des mensonges, fiancé à une femme qu'il n'aimait pas, travaillant pour une entreprise fondée sur la corruption. Aujourd'hui, entouré d'une famille improbable forgée par un traumatisme partagé et la guérison, il avait trouvé quelque chose que la richesse de Richard ne pouvait acheter, une connexion sincère. La devise de la fondation, peinte sur la grange qu'ils transformaient en atelier, résumait parfaitement leur démarche. Construire ensemble de meilleurs futurs. Pas par la manipulation ou le contrôle, mais par la vérité, le choix et le courage de recommencer. Alors qu'Emily s'appuyait contre son épaule, Jacques comprit que l'effondrement de l'Empire Reynolds n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus précieux que tous les bâtiments que Richard avait jamais construits. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit qui avait tout changé. Les vastes terrains de ce qui avait été prévu comme Sunshine Plaza grouillaient désormais d'activité, mais pas de la manière qu'avait imaginé Richard Reynolds. Là où des condominiums de luxe et des boutiques haut de gamme auraient dû s'élever, un centre communautaire vibrant prospérait aujourd'hui. Cette journée marquait l'inauguration officielle du Sunshine Memorial Center. Une foule modeste s'était rassemblée pour la cérémonie de coupure du ruban, pas de célébrités ni de politiciens cette fois, juste des membres de la communauté, d'anciens résidents de l'orphelinat, et la famille atypique qui avait rendu tout cela possible. Jacques Collins, anciennement Reynolds, se tenait au podium, vêtu simplement d'un pantalon kaki et d'une chemise à boutons. L'année écoulée l'avait adouci, effaçant les angles vifs de l'exécutif corporate qu'il avait été. Il y a 1 an, commença-t-il, sa voix portée à travers la foule attentive, beaucoup d'entre nous étaient des inconnus, liés seulement par des secrets et des douleurs, orchestrés par l'obsession d'un homme pour le contrôle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour ressasser ce passé, mais pour célébrer ce que nous avons construit de ses cendres. Il désigna les bâtiments derrière lui, une installation éducative moderne, des ateliers de formation technique, des bureaux de conseil et des services de soutien familial. Au centre du campus, un petit jardin commémoratif était dédié à ceux dont la vie avait été bouleversée par l'Empire Reynolds. Le Sunshine Memorial Center représente un nouveau type d'héritage, poursuivit Jacques, pas celui fondé sur la manipulation et la tromperie, mais sur la transparence, la guérison et une connexion authentique. Chaque personne qui franchira ces portes trouvera un soutien sans condition, des opportunités sans exploitation. Emily, désormais âgée de 11 ans et répondant aisément au nom d'Emily et de Lily selon les situations, était assise au premier rang, entre Olivia et Sarah, rayonnante de fierté. À leur côté, Victoria n'était plus la mondaine impeccable, mais une militante déterminée dont le témoignage avait été crucial dans les affaires en cours contre Richard Reynolds et ses complices. Matthew, debout à l'écart, les bras croisés, veillait sur eux avec l'instinct protecteur qui était devenu sa nature. En tant que directeur du programme de formation technique, il avait déjà commencé à travailler avec un groupe d'adolescents quittant la famille d'accueil, leur enseignant. Compétences automobiles et bien plus encore,
dignité, autonomie et confiance. Je tiens à remercier ceux qui ont rendu cette journée possible, dit Jacques, ses yeux passant de visage en visage. Matthew Collins, dont le courage et la loyauté n'ont jamais faibli. Sarah Collins, qui a tout risqué pour protéger un enfant qui n'était pas le sien de naissance, mais qui est devenu sien par l'amour. Olivia, qui a enduré des décennies de silence, mais a trouvé sa voix quand cela comptait le plus. Victoria, qui a choisi la vérité plutôt que le privilège. Sa voix s'adoucit en regardant Emily, et surtout cette jeune fille qui leur rappelait à tous ce qui comptait vraiment quand le monde semblait à l'envers. Emily se leva et rejoignit Jacques au podium, sa confiance remarquable pour une enfant si jeune. Ensemble, ils coupèrent le ruban, ouvrant officiellement le centre. Les applaudissements parcoururent la foule. La célébration se poursuivit tout l'après-midi. Les membres de la communauté visitèrent les installations, les enfants jouèrent dans le jardin, et les bénévoles servirent un déjeuner simple. Il n'y avait ni lustre en cristal, ni flûte à champagne, juste des gens rassemblés dans une joie authentique. Alors que la journée touchait à sa fin, Jacques trouva Émilie assise sur un banc dans le jardin commémoratif, tournant pensivement sa bague en rubis. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Émilie leva les yeux. « J'ai pensé à cette bague. C'est elle qui a tout déclenché. Toi qui l'as reconnue ce jour-là, sur la route. Mais elle représente aussi toutes les mauvaises choses que Richard a faites. » Jacques hocha la tête, comprenant ses sentiments partagés. Les objets portent la signification qu'on leur donne. Cette bague nous a connectés alors que Richard essayait de nous séparer. C'est une bonne chose qui est née d'une mauvaise. Émilie réfléchit un instant, puis retira lentement la bague. Je pense qu'elle appartient ici, tu ne crois pas? Dans le mémorial, pour que les gens se souviennent de l'histoire. Jacques ressentit une fierté immense devant sa sagesse. Je pense que c'est parfait. Ensemble, ils se dirigèrent vers la petite vitrine au centre du jardin où des photos et des souvenirs racontaient l'histoire de Sunshine Children's Home et des vies qu'il avait touchées. Émilie y déposa la bague en rubis, son rouge profond captant la lumière du soleil couchant. Ce n'est pas seulement pour se souvenir des choses mauvaises, expliqua-t-elle. C'est pour se rappeler que de bonnes choses peuvent venir après, comme nous, qui nous sommes trouvés. Plus tard ce soir-là, leur famille élargie se retrouva pour le dîner à la ferme qui était devenue leur maison. La conversation coulait aisément, ponctuée de rires qui auraient semblé impossibles un an plus tôt. Ils n'étaient plus liés par la manipulation de Richard, mais par le choix et l'amour. Après le dîner, Jacques présenta à Émilie une petite boîte contenant une simple alliance en argent. Rien d'extravagant ou de précieux comme la bague en rubis, mais significative dans sa simplicité. Ce n'est pas une question de possession ou de contrôle, expliqua Jacques. C'est une nouvelle forme de promesse, que la famille est quelque chose que l'on construit ensemble, pas quelque chose qu'on nous impose. Émilie enfila l'alliance, celle-ci parfaitement à sa taille. Autour de la table, Jacques, Victoria, Olivia, Sarah et Matthew révélèrent chacun des alliances assorties, symboles de leur famille choisie. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, ils s'assirent sur la véranda, partageant histoire et rêves pour l'avenir. Richard Reynolds restait en détention, en attente de procès, son empire démantelé, son pouvoir disparu. Son nom n'entrait presque plus jamais dans leur conversation. Ils avaient dépassé le fait d'être définis par ses actions. Le Sunshine Memorial Center serait un rappel des chemins détournés et des vies bouleversées, mais aussi la preuve que les nouveaux départs sont toujours possibles. Descendre de la manipulation et du contrôle était né quelque chose d'authentique, une famille forgée par le choix plutôt que par l'obligation, et un héritage bâti sur la guérison plutôt que sur le pouvoir. Jacques regarda autour de lui ces personnes qui étaient devenues sa vraie famille, ressentant un contentement que toute la richesse de Richard n'avait jamais pu lui offrir. Émilie croisa son regard et sourit, son visage reflétant la paix qu'ils avaient tous trouvée. La bague en rubis était là où elle devait être, dans le passé. Leur avenir, symbolisé par les simples alliances en argent qu'ils portaient maintenant, s'étendait devant eux, encore à écrire, plein de promesses.